Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Il y a toujours quelqu'un qui vous tend la main, en réalité, mais vous ne le voyez pas forcément. Il y a toujours un homme ou une femme qui vous adore, qui vous admire, qui peut changer votre vie, qui peut vous aimer vraiment, mais simplement vous n'êtes peut-être pas prêt. C'est ça le tragique de l'existence, c'est que parfois, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, elle est là, mais vous n'êtes pas prêt. Et vous la voyez pas, vous le voyez pas, vous le laissez partir. Est-ce que l'on veut une vie confortable ou est-ce que l'on accepte qu'elle soit chahutée, bousculée ? Est-ce que l'on s'autorise à sortir de la banalité, à prendre le risque d'être transformé par la vie ? François Bunel, lui, a pris le risque au moins de ralentir pour habiter poétiquement le monde, de couper avec un quotidien qu'il connaissait trop bien, de tuer la routine pour ne pas s'enfermer dans des habitudes. Ces mots qui nous font peur aujourd'hui, inattendus, imprévus, il les a apprivoisés jusqu'à les aimer. Parce que la vie n'est que ça finalement, une accumulation d'imprévus que l'on s'autorise à accueillir ou que l'on rejette. Se laisser percuter par quelqu'un qui rentrerait dans notre vie et lui faire de la place qui n'était pas prévue. Se laisser traverser par une idée, par une opportunité, par un détour qui n'était pas prévu. Parce qu'il le dit, elle est trop courte pour être petite la vie. Il faut qu'elle soit grande, démesurée et tant pis si elle nous gifle, tant pis si elle nous griffe. Avec François Bunel dans cet épisode, on parle de livres, d'émerveillement et de nature. J'espère que cette écoute te donnera l'élan pour bousculer les routines. Bonjour François Bunel. Bonjour. Merci de me recevoir, je suis très touchée et un peu intimidée aussi d'être là en face de toi et de pouvoir te poser des questions, toi qui as tant l'habitude de poser des questions au monde et aux gens. Tu es donc journaliste, producteur et animateur, surtout connu sous la présentation de La Grande Librairie sur France 5 que tu as animé pendant 14 ans avant de passer le flambeau à Augustin Trapenard. Et tu animes aussi La Petite Librairie tous les jours sur France 2. On va revenir un petit peu à ton enfance, si tu le veux bien. Tu as été adopté à 3 ans et demi. Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance ? Ah, c'est curieux, hein. Mais pourquoi faut-il commencer par l'enfance ? C'est le début. Mais est-ce que tu crois que l'enfance... je sais pas, c'est une vraie question d'ailleurs. Est-ce que l'enfance détermine qui nous sommes ? J'ai le sentiment que si on la regarde de trop près, elle empêche quand même beaucoup de choses. Qu'à se promener comme ça sur le boulevard du Ressassoir, à regarder dans le rétroviseur, on prend vite un torticolis. Et qu'il est parfois incompatible de regarder trop d'où on vient et de regarder devant soi. Et par peut-être curiosité journalistique, l'inconnu et le devant moi m'a toujours plus intéressé que ce que je connais et que j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à expliquer, du reste. Beaucoup de mal à comprendre. C'est pas parce qu'on sait qu'on comprend. Ça, c'est aussi le premier truc que le journaliste devrait rappeler. On a beau savoir, on comprend pas. Et tu as des souvenirs du petit garçon que tu étais ? Des pensées qui te traversaient quand tu étais jeune ? Assez peu, en fait. Peut-être que ça va de pair avec l'idée ou l'envie de pas forcément m'en souvenir, mais ça est arrivé combien de fois, justement, enfant, qu'on ressente une émotion, alors souvent une émotion amoureuse, sentimentale, ou alors une urgence, mais on n'arrive pas bien on est dans le brouillard, tu vois, on n'arrive pas à la formuler, on n'arrive pas à en sortir, ça devient une obsession, cette obsession on la rumine, elle nous empêche de nous développer, de faire d'autres choses, et tout à coup on ouvre un livre, et alors la magie, grâce absolue, en une ligne, quelqu'un a résumé exactement ce que l'on mettrait des pages et des pages et des pages à ne pas savoir résumer, et là... Nos ruminations s'arrêtent. Oui, non seulement elle s'arrête, mais ça devient un starting block pour avancer. On se dit, c'est génial, c'est exactement ce que je pensais. Et souvent, c'est quoi ? Un vers de poésie, une phrase belle, c'est de la beauté. C'est la capacité à mettre en beauté, ça peut être une chanson, ça peut être un refrain, ça peut être un film, quelques images, une scène d'un film. Bref, c'est de l'art. Et ça vous met en route.
Quand est-ce que tu as rencontré la littérature ? Ah, très jeune, ça pour le coup enfant. Et les premières émotions, je sais pas, mais en tout cas c'est certain que je me souviens parfaitement de ce que les livres ont fait pour moi. Je viens d'un siècle, le précédent, où il n'y avait pas Internet. Ouais. Et il faut se rendre compte de ce que c'est que de grandir. Alors attends, c'était pas Cosette, hein, on n'allait pas chercher l'eau au puits, Oui. ça va, il y avait l'électricité et on se... Mais il y avait peut-être plus de livres que de téléphones dans les mains. C'est ça, il n'y avait pas de téléphone dans les mains, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'ordinateur portable, et il y avait une chose fabuleuse, une chose extraordinaire, une chose que l'on redoute et qui pourtant nous forme, une chose qu'il faut éviter et qu'il faut accepter d'embrasser, l'ennui. Les longues plages d'ennui, le long, insupportable ennui. Et ça, c'est génial, parce que l'ennui, vous avez deux façons finalement de l'aborder. Soit vous le subissez, et là, c'est l'enfer. Quand est-ce que ma vie va enfin commencer ? Quand est-ce que je vais enfin embrasser le monde ? Aller le voir, le comprendre, être percuté par lui. Mais le problème, c'est que si vous rentrez là-dedans, à force de vouloir, ça n'arrive pas. Il nous manque aujourd'hui, cet ennui ? Oui, parce que l'ennui, l'autre manière de l'aborder, c'est de se dire comment je vais le dynamiter. Et alors là, je découvre les bouquins. Et je découvre les livres. Et je crois que vers, je sais pas, peut-être 6, 7, 8 ans, j'ai aucune idée, m'ennuyant, mais à un point pas possible. Mais un truc, voilà, une fois que vous avez épuisé tous les jeux, mais un ennui. Mais là, tout à coup, je tombe sur des trucs sur les contes et légendes, la mythologie grecque, et ce monde si gris, si banal, si tristement prévisible, est peuplé de sirènes, de monstres, de gorgones, de demi-dieux qui veulent devenir des dieux, de dieux qui voudraient devenir des humains, d'humains qui savent pas trop ce qu'ils vont faire, mais donc sont contraints de devenir des héros, de femmes exceptionnelles, d'hommes fabuleux. Et là, tout à coup, l'imagination se met en marche. Et évidemment, on n'a pas envie de rester dans son petit quant à soi, dans son petit lieu, dans sa petite banlieue, où l'horizon c'est une barre d'immeubles et une cour pleine d'asphalte et de bitume. Parce qu'on les voit, ces personnages-là. On se dit, mais il y a plus grand que nous. Il y a plus grand que ça. Le monde est vaste. On nous parle de pays absolument formidables, de fleuves, de montagnes, d'océans. Je veux aller voir ça. Et donc, tout à coup, les livres ont un pouvoir. C'est plus juste une espèce de parallépipède avec des pages qui se tournent, des signes bizarres à l'intérieur. Non, on déchiffre tout ça et on est acteur. Le lecteur n'est pas du tout passif. On croit que le lecteur est passif, mais pas du tout. Il est très 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 actif quand il est passionné. Et plus que de lire, en quoi écrire, ça nous aide à construire une vie ? Alors, ça c'est une grande question. C'est une vraie question. Parce qu'il y a deux sortes d'écriture, je crois. Enfin, j'ai l'impression. Écrire, ça aide. Lire, c'est capital. Lire, c'est déchiffrer le monde. Ça, c'est certain. Parce qu'évidemment, à 7-8 ans, vous lisez les contes et légendes et puis vous ne prenez que ce qui vous intéresse. Et puis à 14 ans, 13 ans, vous tombez amoureuse ou amoureux. C'est inévitable. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une réponse à tous vos chagrins. C'est la poésie. Et vous vous posez déjà une question que, ensuite, vous allez oublier de vous poser. C'est bien triste, parce qu'à 17 ans, vous êtes trop sérieux, et puis à 20, vous êtes happé par les études et le boulot et l'angoisse. Et puis à 30, vous êtes dans le rang. Et à 40, vous êtes un bon petit contribuable. Et vous avez oublié qu'il y a une question que vous vous êtes posée à 12, 13, 14 ans, au moment des premiers émois, et que cette question, elle est essentielle, elle est capitale. Et cette question, c'est, à peu de choses près, on pourrait la formuler comme ça: comment puis-je habiter poétiquement le monde ? Comment on habite poétiquement le monde ? Eh bien, peut-être en revenant à des émotions premières. D'abord, en n'ayant pas peur de l'émotion, en acceptant d'aimer, en acceptant de se laisser percuter par l'amour. Mais ça veut dire quoi ? C'est pas du tout jouer le ravi de la crèche, le neuneu, le niais, le naïf, pas du tout. C'est comprendre une chose très vite. C'est que quand vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un, vous pouvez être aussi amoureux, amoureuse de quelque chose. Que ce qui vous attire d'abord, on va pas se mentir, c'est la beauté. Que vous trouvez. Alors la beauté, elle est jamais objective. Ce que vous trouvez beau, ou l'homme que vous trouvez beau, votre voisine ne le trouvera pas forcément super. Les gens sont le reflet de leur culture, des mots qu'ils emploient. On tombe jamais amoureux d'un visage, on tombe amoureux des mots que le visage a prononcés. On tombe amoureux du regard qui a été lancé, du sourire et du mot juste, ou pas.
qui a été prononcé. Et de ce que ça a procuré en nous. Mais bien sûr, parce que le mot, il réveille quelque chose. La manière dont il est dit, mais surtout ce qu'il dit. Alors, très vite, on se rend compte, enfin en tout cas moi ça a été ça, je me rends compte à 12, 13, 14 ans que les mots me permettent d'aimer mieux. Que si je veux exprimer mes sentiments, je vais trouver chez Ronsard, chez Aragon, chez Apollinaire, des mots extraordinaires qui correspondent à la sincérité que j'ai envie d'exprimer. Donc autant les prendre. Et pour revenir à l'écriture, est-ce que ces sentiments, tu les as écrits, posés sur papier? Bien sûr. Pour mieux les digérer? Oui, alors voilà, exactement. C'est-à-dire que je comprends à ce moment-là que dans le brouillard total dans lequel je navigue, mais alors total, à quoi ça sert? Quel est le sens de la vie? J'ai quand même pas envie de devenir comme mes parents, ni comme ces adultes que je vois et qui ont renoncé à tout pour se vautrer dans la société de consommation. Aucun avenir nous est promis. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de nos vies? Etc. etc. C'est ce que tu te demandes autour de tes 15 ans? Oui, mais c'est ce que je me suis même à 20, à 30, et parfois même aujourd'hui. Même encore. Bon, oui, oui. Non, mais vraiment, je pense qu'on se pose toujours un peu cette question-là, malheureusement. Mais là, un des éléments de réponse, la réponse est jamais claire. C'est ça qu'on finit par comprendre. Un des éléments de réponse, c'est justement les mots des autres. C'est les mots des beaux écrivains. Voilà. C'est l'émotion que ça fait jaillir en toi. Et alors, une autre façon de bien... Enfin, peut-être d'essayer d'arriver à pas se laisser engloutir, c'est effectivement, je crois, d'écrire. Mais alors d'écrire sans se prendre forcément pour un écrivain. Il y a deux façons, soit vous l'êtes, alors si vous êtes, vous qui nous écoutez, des génies, pas de problème, allez-y. Mais souvent, on l'est pas. Mais c'est pas grave, écrivez quand même. Fixez les idées. Écrire, pour moi, c'est une façon de savoir ce qu'on a vécu, de comprendre ce qu'on a vécu. Encore une fois, savoir et comprendre, c'est pas toujours pareil. J'ai beau savoir que ça brûle, le problème c'est que j'ai envie d'aller me brûler. C'est couillon, hein, mais ça s'appelle la condition humaine. J'ai beau savoir que c'est mauvais pour moi, je le sais parfaitement. Là, je sais parfaitement, il y a des gens qui s'appellent le GIEC qui nous disent tout ce qu'il faut pas qu'on fasse. Mais je comprends pas, on continue à le faire. Donc, on a beau savoir, on comprend rien. Et ça, on comprend très bien à l'adolescence, cette différence. Elle est pas aussi clairement exprimée, mais on la ressent. Je sais très bien qu'il faut pas que j'aille vers une telle. Elle va me détruire. C'est une personnalité toxique. Et puis j'y vais. Ça s'appelle la passion. Et l'écriture, ça nous empêche d'y aller? Ça nous empêche pas, mais ça nous soigne d'y aller. Ou d'y avoir été. On l'accepte. On est conscient d'y aller. Alors, les deux. On l'accepte et on se révolte. Comment faire pour prendre conscience, pour se réveiller, pour se tirer de ce sommeil? Eh bien, peut-être écrire. C'est-à-dire, tout à coup, vous vous dites, tiens, et si je me donnais, non pas la vie, mais 1 heure? Faites l'expérience, tiens, si vous nous écoutez. C'est une expérience que je vous propose. Très simple, vous n'allez perdre qu'1 heure de votre temps. Oh, allez, on échange 1 heure de réseaux sociaux contre 1 heure d'expérience, ça vous va? Allez, ça vaut le coup. On essaye? On essaye, go. Très bien. On prend un exemple très très simple. Le dernier livre que vous avez lu, la dernière série que vous avez visionnée, le dernier film que vous avez vu, et peut-être même, allez, le dernier album ou la dernière chanson que vous avez écoutée, ok? Vous vous prenez 1 heure, pas 1 minute de plus, avec un papier, un crayon, ou éventuellement votre traitement de texte, et vous essayez de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que ça m'inspire? Pas est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon? Pas est-ce que c'était bien, est-ce que c'est de la grande musique, un super film ou un grand livre? Non, 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 non. Ça n'intéresse personne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça a touché une corde? Et si oui, laquelle? Est-ce que cette corde, vous êtes capable de la nommer? Ou est-ce que vous avez mis tellement de poussière dessus que vous voulez surtout pas la voir? Est-ce que cette corde, elle est capable de faire vibrer tout le reste de votre être? Ou est-ce que vous avez justement empêché tellement de choses que ça vibre plus? Est-ce que cette corde, elle vous dit mais j'ai besoin de ça en fait. Donc encore plus de livres, encore plus de séries, encore plus de films, encore plus d'œuvres d'art. Où ça va vous mener, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va vous dérouter. Ça va vous sortir de la route principale sur laquelle vous vous êtes mise, où on vous a mis. Ça va vous sortir de l'assignation aussi, à résidence. Parce qu'on vous dit, vous êtes comme ça, ma petite. Et c'est comme et vous ne changerez pas. Bah si, en fait. Et ces cordes, précisément, elles sont pas toujours faciles à identifier parce que, comme tu le disais, il y a de la poussière dessus. Quelle est cette poussière qui s'accumule avec le temps? Il y a celle qui est là pour de bonnes raisons, parce que la vie se charge de la faire tomber.
C'est normal, hein, la poussière tombe. Voilà. Il faut pas se révolter contre ça. Ça sert à rien de se révolter contre la pluie qui tombe. Une phrase géniale, moi, que j'ai découverte avec la philo. La lecture des philosophes, mais pas des philosophes conceptuels, hein, je pense à des philosophes qui sont des poètes. Par exemple, Sénèque, qui disait, mais en fait, c'est pas la pluie le problème. C'est vous. Apprenez à danser sous la pluie. C'est vous qui décidez que c'est froid, mouillé, compliqué. Les choses ne sont pas difficiles en soi. C'est nous qui les rendons compliquées. Exactement. C'est notre regard, c'est ce que nous portons comme regard dessus. Et donc cette corde pleine de poussière, c'est là qu'il faut dépoussiérer, c'est là qu'il faut apprendre à regarder. Apprendre à regarder est une chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. On nous dit même l'inverse, on nous dit « Attends, dis donc cocotte, la curiosité est un vilain défaut, arrête avec tes questions. » Moi j'ai entendu ça toute mon enfance. Toute mon enfance. Primaire, secondaire, collège, lycée, tout le temps, et même à la fac. Punel, arrêtez avec vos questions. Bah non, en fait, je vais pas arrêter. Puis vous savez quoi ? Non seulement je vais pas arrêter, je vais en faire mon métier. Questionneur professionnel. On m'a souvent dit, il faut que tu acceptes que tu n'auras pas de réponse à toutes tes questions. Tellement je posais de questions tout le temps. Oui, mais ça ne vous empêche pas de continuer à les poser. Non. Vous savez, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué aussi, qui est la phrase d'un grand poète, Roger Caillois, qui disait « Tout ce que tu feras est dérisoire. Tu vas mourir, la planète aussi, ça ne sert à rien. Mais il est essentiel que tu le fasses. » On ne changera peut-être pas le monde, mais il est essentiel que nous on le fasse, parce que sinon, il y a un truc qu'on ne pourra plus faire, c'est se regarder dans une glace et se dire « c'est moi ». Comment on restaure cette curiosité dans nos sociétés ? C'est compliqué et simple à la fois. D'abord, on accepte de sortir du jugement de valeur, du jugement binaire. Encore une fois, on accepte de ne pas être critique et d'être journaliste, par exemple. Mais on se dit que quand on a une question, on écoute l'autre. On écoute. Et on restaure une valeur forte, fondamentale, que justement, me semble-t-il, aujourd'hui, pas mal de réseaux sociaux, je ne vais pas taper dessus à boulet rouge, hein, il y a des choses formidables dans les réseaux, mais qu'une espèce de dévoiement de l'idéal démocratique a perverti l'émerveillement. Aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout. Comme disait Coluche, on a surtout un avis. Hein. Mal informé, mal réfléchi, vite envoyé. On est dans la spontanéité, et la spontanéité, c'est l'ennemi. Ben oui, mais il faut comprendre, accepter ça. Acceptons ça. La vitesse, la spontanéité, c'est l'ennemi du bien vivre. Voilà, je peux aller très très vite d'un point à l'autre en avion. Ouais, ok. On en cause 2 minutes là ? Parce que si tu prends d'un autre côté le bus, si tu vas à pied, à cheval, en train, tu vas mettre un temps fou, hein. Mais qu'est-ce que tu vas vivre comme expérience ? Alors là, c'est autre chose. Tu seras plus la même jeune fille, le même jeune homme après. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu es capable de te laisser transformer ? La réponse à ta question, c'est se reposer une autre question. Est-ce que j'accepte, est-ce que je prends le risque d'être transformé par la vie ? Et c'est ça, l'une des grandes questions. Est-ce que je veux que ma vie soit confortable ? Ou est-ce que j'accepte qu'elle soit chahutée ? Si j'accepte qu'elle soit un petit peu chahutée, je me prépare à de très grandes choses. Et on sort de la routine. Et oui, on sort de la banalité. On sort aussi un peu de l'angoisse. Parce que finalement, le meilleur moyen de l'angoisse, c'est de l'affronter. C'est d'aller se dire que le pire des risques, c'est de n'en prendre aucun. Donc prenons au moins le risque de ralentir notre vie, de nous laisser percuter par quelqu'un qui rentrerait dans notre vie, qu'on n'avait pas prévu, par une idée qu'on n'avait pas prévue. En fait, sortir de ces autoroutes de la pensée, avec des belles glissières de sécurité que vous allez vous prendre à un moment ou à un autre, tellement vous serez épuisé. Donc c'est ça, c'est accepter la part d'inattendu, accepter l'imprévu. Ce sont des mots inattendus, imprévus, qui font peur aujourd'hui. Et puis on fait tout pour que ça fasse peur aux jeunes. On vous dit attention, on vous prépare dès l'enfance à être un bon contribuable, à payer ce que vous devez payer. À vite cocher les cases. Oui, à d'avoir des étiquettes. Et vous, là-dedans, vous êtes quoi ? Un numéro ? Non. Non. Donc on revient à cette idée que un des meilleurs moyens, c'est de restaurer le sens de l'émerveillement. Mais on vit dans une société qui est malheureusement fondée là-dessus. Il faudrait être un peu subversif. Vous voyez, par exemple, sur quoi est-ce qu'on vit ? On vit quand même sur un truc qui est génial. Il y a des gens qui ont décidé qu'au commencement était le verbe.
c'est-à-dire une parole qui vient d'en haut, Dieu le Père ou je ne sais quoi. Alors aujourd'hui, on est dans une tête plutôt laïque et c'est plus Dieu, mais il y a quand même un verbe. Voilà, au commencement, c'est comme ça. Et ben moi, je raye le mot, le verbe, et je vous mets au commencement, les enfants, les amis, était l'étonnement. Il y a un type un jour dans une grotte, il y a 60 000 ans, qui s'est étonné que 2 silex frottés l'un contre l'autre créent des flammes. Qui s'est étonné que les flammes éclairent du noir. Qui s'est étonné que, si je suis capable de faire ça, je peux cuisiner. Qui s'est étonné qu'au lieu de manger n'importe comment, je puisse raffiner. Qui s'est étonné qu'ensuite, à partir de mon silex, si je le trempe dans du rouge, je puisse dessiner. Qui s'est étonné que de mon dessin, je puisse faire quelque chose de joli. Et de joli, quelque chose de beau. Et de beau, quelque chose d'universel, etc., etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on invente d'abord, avant la politique et la société ? L'art. L'art. Le moyen de s'émerveiller. Qui s'est étonné que quand on regarde... Qui s'étonne aujourd'hui de la voûte céleste, du ciel, de la Voie lactée ? Vous allez me dire plus personne, vous aurez raison, parce que de toute façon, si on habite en ville, on ne la voit pas. Il y a des réverbères partout, une pollution pas possible, et on voit même plus la beauté autour de nous. Eh ben, le job d'un journaliste, c'est de prendre le torchon, d'essayer de nettoyer l'ardoise, et de faire en sorte qu'en se posant des questions, en restaurant l'émerveillement, l'étonnement, la curiosité, on cherche la beauté là où la laideur l'a remplacée. Toi, tu as choisi de casser la routine pour restaurer cet émerveillement, en décidant, après 500 émissions, de quitter la grande librairie. Et tu écris, vous le savez, on crée en prenant des risques, pas en entretenant son ego ou en faisant éternellement ce qu'on sait faire, encore moins en se laissant piéger par la routine qui pousse à manquer de sincérité, donc de respect. Je ne veux pas tricher. La routine, c'est un piège ? C'est le piège principal. À mes yeux, je me trompe peut-être, mais en tout cas pour moi, oui, c'est le piège principal. C'est l'ennemi avec un E majuscule. La routine, c'est ce qui finit par t'enfermer dans des habitudes, et les habitudes te pensent à ne plus réfléchir. C'est-à-dire que tu fais ce que tu sais faire. Alors tu le fais bien, parce que voilà, mais tu fais ce que tu sais faire. Or la vie, c'est le mouvement, c'est le souffle, ça va de l'avant. C'est les autres aussi. Elle est trop courte pour être petite, la vie. Il faut qu'elle soit grande, qu'elle soit démesurée. Tant pis si elle nous gifle, tant pis si elle nous griffe. Encore une fois, c'est pas bien grave. Si on veut à tout prix se préserver des coups, c'est le meilleur moyen d'en prendre. Et cette phrase admirable que j'ai découverte très jeune aussi, qui était cette phrase de Ronsard, tu sais, qui dit « Et ne pas découvrir au seuil de mon tombeau que je n'ai pas vécu ». C'est génial quand même, c'est pas du tout triste. Ne pas découvrir au seuil de mon tombeau que je n'ai pas vécu. J'aurais pu aimer, j'aurais pu être quelqu'un d'autre, j'aurais pu faire plein de choses, et puis je l'ai pas fait parce que je suis resté dans la routine, je suis resté dans la route. Ah oui, mais qu'est-ce que je le regrette. On a envie de vivre avec des regrets ? T'as envie de vivre avec des regrets ? Ah, pas du tout, c'est pour ça que je tente autant de choses. Mais comment on dépasse ces peurs de l'incertitude ? Parce que bien souvent, c'est les peurs qui nous empêchent de prendre des risques. Je crois qu'on la dépasse aussi un peu grâce à l'art, non ? Grâce à des livres, grâce à des... Alors grâce à des gens, ça c'est sûr, grâce à des rencontres. Oui, c'est vrai. Grâce à des rencontres, il faut faire des rencontres. Mais faire des rencontres, ça veut dire aussi sortir de ses habitudes. Il faut accepter de sortir de soi. Il faut prendre le risque de sortir de soi. Ça vient pas tout de suite. Et ça marche pas à tous les coups, surtout. Il faut essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il faut accepter des échecs. Il faut accepter d'échouer, en fait. C'est ça aussi. C'est quoi l'échec ? Est-ce qu'il y a vraiment un échec ? Non, il n'y en a pas. En réalité, non. Mais on peut le ressentir, et c'est normal. L'échec, c'est de se dire, en fait, j'espérais quelque chose et ça n'est pas venu. On le ressent comme un échec, alors qu'évidemment, c'en est pas un. Mais c'est à la fin du chemin, quand on se retourne, qu'on s'aperçoit que c'en était peut-être pas un. On le vit comme un échec. Quand on n'a pas ce qu'on voulait, quand on n'a pas réussi à faire ce qu'on espérait, même parfois, quand on n'a pas réussi à écrire le livre qu'on voulait, à faire le film qu'on aurait aimé faire, à écrire la chanson parfaite, on se dit, c'est un échec. Et puis en réalité, non, parce que ça vous amène ailleurs. Encore une fois, je pense, j'ai le sentiment que prendre des risques, sortir de l'habitude, ne pas se contenter de la routine, c'est le meilleur moyen d'être vivant. Voilà. On peut toujours faire... Là, la phrase que tu citais, c'est celle que j'avais écrite et dite au moment de la dernière émission, oui, pour essayer d'expliquer aux gens pourquoi j'arrêtais. Parce que c'est pas facile de faire comprendre ça. Les gens me disent, mais vous avez tout, l'émission marche, elle cartonne, tout va très bien. Mais oui, justement.
Mais c'est quand tout va très bien qu'il faut rebattre les dés. Et c'est aussi accepter de se désidentifier de cette fameuse étiquette que les gens pouvaient te mettre de François Bunel, c'est la grande librairie. C'est vrai. Mais moi, je sais pas trop qui est François Bunel. J'ai pas trop d'idées. Tu sais qui tu es vraiment, toi ? J'y travaille tous les jours. Ah, c'est bien. Mais je pense que ça prend une vie. J'ai des petites réponses de temps en temps, ça arrive. Oui, c'est ça, il y a des petites réponses. Mais c'est pas bien grave. Ce que j'aime bien, c'est l'idée qu'on soit plusieurs. Non pas simultanément, parce que là, c'est un cas clinique, ça s'appelle la schizophrénie. Oui. Donc, faire gaffe. Je me méfie beaucoup des gens qui doutent pas, qui savent qui ils sont. Souvent, c'est leur ego qui parle. Et surtout, ce qu'on est aujourd'hui, ça sera certainement pas ce qu'on sera demain. Eh bien, évidemment. Encore une fois, on revient à tout ça, on est dans un fleuve, une rivière. Moi, j'aime bien les fleuves parce qu'ils vont de l'avant. Les rivières, elles coulent, elles vont de l'avant. Les marigots, où l'eau reste stagne, on y chope pas mal de maladies. À commencer par la maladie de l'ego. Et donc ça, moi, non, pas vraiment. Alors, l'idée, c'était aussi de se dire, bon ben voilà, ça, je l'ai fait. Il y a des gens qui aimeront pas. Demain, ils aimeraient pas davantage. Il y a des gens qui aiment beaucoup, mais c'est pas grave, je vais trouver quelqu'un qui va le faire aussi bien et peut-être même mieux que moi. Parce Augustin que c'est tout à fait possible. Et c'est Augustin, absolument. Et je suis très heureux de ça. Mais moi, je suis appelé par autre chose. C'est-à-dire que tout à coup, tu sais, c'est bizarre. Tu vois pas venir les choses. Je compare vraiment ça à des histoires d'amour. La vie, c'est tout le temps la même chose en réalité. C'est-à-dire que t'es bien, tout se passe bien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tout va très bien. Tout roule. L'émission cartonne. Elle est passionnante à faire. Tu as la chance de faire de ta passion ton métier. Tu te rends compte ? Moi, si on m'avait dit à 15 ans, oui, ton métier, ce sera de bouquiner toute la journée et puis de poser des questions parfois impertinentes à des gens beaucoup plus intelligents que toi, je me serais dit, ça n'existe pas, ça. Ça existe. Ah bon, bah d'accord. Bon, alors j'ai fait ça pendant 14 ans. J'ai adoré le faire. Et puis à côté, voilà, à un moment, je me dis, bon, comme je suis passionné par l'image, je peux poser cette autre question qui est comment est-ce qu'on peut éveiller les consciences à quelque chose qui me tient très à cœur, parce que l'émission en 14 ans, elle a aussi ses petites obsessions. Et une de mes obsessions, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça, cette question, comment on habite poétiquement le monde. Peut-être qu'il faut accepter de le regarder. Donc j'ai toujours aimé inviter ces gens qui racontent le monde. Qui transmettent, mais qui le racontent. Ça va de l'astrophysicien au poète, en passant par le grand voyageur. Pour moi, si on met ensemble Cyril Dion, Sylvain Tesson et Hubert Reeves, et Christian Bobin, on aboutit à une formidable solution à cette question, comment habiter poétiquement le monde et que faire pour que demain notre maison, c'est-à-dire la planète, le monde, aille mieux. Et si tu rajoutes Jim Harrison, qui est un des grands écrivains qui parle de ça, voilà, tu as quelques éléments de réponse. Et donc, à un moment, je me dis, tiens, on va faire un film. Et j'ai pas envie d'un énième portrait de journaliste, j'en ai déjà fait, j'ai eu la chance de pouvoir en écrire, en tourner. Et j'ai envie de faire un film qui parlerait du monde, de notre rapport à l'environnement, à la planète, à l'écologie, mais sans le mot écologie. Il y en a un qui habitait poétiquement le monde, c'est donc Jim Harrison. Et tu viens de réaliser un film en hommage à lui, qui s'appelle « Seule la Terre est éternelle ». Comment on raconte l'histoire de la nature ? Parce que finalement, raconter l'histoire de Jim Harrison, c'était aussi raconter l'histoire de la nature. Oui, tu as raison, c'est exactement ça. C'est une grande question, ça. Comment tu racontes l'histoire de la nature ? Mais c'est passionnant. Soit on le raconte de manière didactique, c'est très bien, mais c'est hyper angoissant. C'est-à-dire qu'on prend des experts et là, on aligne les chiffres. Et les chiffres donnent le vertige parce qu'ils nous donnent tort. Et ils disent ce qui est. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on pourrait faire. Alors bien sûr, il faut savoir ce qui est. Ok. J'ai toujours trouvé que si on voulait trouver des solutions, il fallait accepter d'être inspiré et que les poètes, les romanciers, les écrivains, les cinéastes pouvaient nous fournir des clés d'inspiration, des mots. Donc c'était ça l'idée. Je vais pas faire un portrait de cet écrivain que j'admire comme écrivain, mais comme homme qui lui a décidé de revenir aux grands espaces, de quitter les villes, d'aller se paumer au fin fond du Montana, d'aller pêcher sur la Yellowstone, de vivre le plus poétiquement possible et d'aller chercher dans la sagesse indienne, celle des Sioux Lakota, puisqu'il vit sur ce territoire qui est un territoire sublime, les grands espaces, mais qui sont aussi peuplés de fantômes, ceux que les Blancs ont génocidés, puisqu'il faut employer le mot, à savoir, nous sommes non pas les maîtres et les possesseurs de la terre et de la nature, mais les locataires. Et au lieu de vouloir à tout prix la dominer, on serait avisé de vouloir la protéger. Nous sommes les gardiens de la terre, disaient les Sioux, pas les propriétaires. Et ça nous oblige,
moralement, à ne pas la considérer comme étant là pour notre unique bénéfice. Et j'ai trouvé cette parole absolument forte, d'autant plus que Jim Harrison propose des choses concrètes qu'on montre dans le film. Voilà, il y a des petites choses qu'on peut faire chacun et qui permettent de vivre mieux. Mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on arrête tout à coup et qu'on quitte ça? Parce que justement, quand on passe quelques semaines avec Jim Harrison et à faire un film comme celui-ci, eh ben, on est profondément dérouté. On se dit, ça peut plus être comme avant. L'émission, La Grande Librairie, elle est fascinante, elle est passionnante. Je lis 4 à 6 livres par semaine. Je passe, 5 à 8 heures par jour à lire. 5 jours sur 7, toute l'année. Voilà, vacances comprises. C'est passionnant. Et puis un jour, parce que tu as fait un film qui vient des tripes, qui n'est pas du tout formaté, dont la télé ne voulait pas, qu'on a sorti au cinéma, et que les gens ont été voir, puisqu'il y a 100 000 entrées, là où nous en pronostiquaient 5 000, un jour, des producteurs te disent « Mais nous, on pense que derrière votre film, il y a du cinéma. On adore la manière dont vous filmez. Vous n'avez pas envie d'en faire d'autres? Et vous n'avez pas envie de faire une fiction qui raconterait l'environnement, l'écologie ?» J'y avais jamais pensé. Vraiment. Jamais. Ça m'avait jamais donné envie, ni traversé l'esprit. Mais à partir du moment où quelqu'un d'autre vient vous voir en vous disant « Vous n'avez pas envie de faire ça? Parce que moi, j'y crois. Et si vous avez envie de le faire, je vous produis. Et on fait un grand truc. » Eh bien, vous avez 2 options. Soit vous vous dites, je reste tranquillement dans ma routine. Elle est belle, la routine. Elle est magnifique. Elle s'appelle La Grande Librairie. Il y a 1 demi-million d'auditeurs toutes les semaines. Ça dure depuis 15 ans. Ça peut encore durer 15 ans, me disait la patronne de France Télé très gentiment. Quand elle m'a dit ça, je suis ressorti, j'étais déprimé. Je me suis dit, putain, 15 ans encore à faire la même chose. Mince. Et en même temps, je perçois que c'est une chance, qu'il ne faut jamais insulter la chance. Mais, tout à coup, des gens que vous ne connaissez pas vous disent « Ok, très bien, moi je trouve le film formidable, est-ce qu'on peut raconter encore plus loin une histoire sur l'environnement, les grands espaces, mais qui serait une fiction et qui ferait bouger les consciences ?» Donc c'est aussi les autres qui font nos vies, parce que si cette personne-là n'avait pas tendu sa main, peut-être qu'aujourd'hui tu serais encore à la Grande Librairie. Exactement. Et là on touche un point central. Oui, ce sont les autres qui font notre vie. Il faut l'accepter. Il faut, quand je disais tout à l'heure, restaurer l'émerveillement, la curiosité, l'étonnement, ça veut dire aussi écouter les autres. On perd Regardez-les. cette écoute aujourd'hui. Je crois. Paradoxalement, on ne vit que par les autres et par le regard des autres. C'est-à-dire qu'on met sur Instagram la meilleure photo de soi, on essaie de se montrer sous son meilleur jour pour que les autres nous aiment, mais on n'écoute pas les autres. Le but du jeu dans la vie, c'est pas tellement, je crois, que les autres nous aiment. C'est qu'on les écoute nous. Et qu'on se laisse transformer aussi par eux. Ah bah bien sûr. Moi, Jim Harrison, quand je l'ai lu à 20 ans, ça m'a mis en route, ce livre. En route. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai compris, ok, très bien, voilà. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'il a transformé de plus profond en toi? Honnêtement, à 20 ans, je me dis, tu vois, je finis par répondre, mais tardivement, à la première question. Quel est l'avenir d'un gamin qui a été adopté et qui vit dans une banlieue, dans une famille assez modeste, où il n'y a pas vraiment d'avenir tout tracé? En tout cas, certainement pas la télévision, encore moins les voyages, et évidemment pas la presse écrite, etc. On peut même pas y rêver, on peut pas y penser. On est un peu exclu de ça, par un déterminisme social très profond. On est dans les années 80-90 du siècle précédent. Et ben Jim Harrison m'a appris qu'en fait, non. Il y a une deuxième chance. Si on accepte d'écouter l'autre, et si on accepte la rencontre avec l'autre, tout est possible, tout est ouvert en tout cas. Tout est ouvert. C'était ça, Dalva. C'est l'histoire de gens qui se disent « Soit je m'appesantis sur mon passé, et il m'empêchera de cueillir la chance qui se présente toujours à vous. Simplement, est-ce que vous êtes ou non disposé à la laisser rentrer dans votre vie ?» Il y a toujours quelqu'un qui vous tend la main, en réalité, mais vous ne le voyez pas forcément. Il y a toujours un homme ou une femme qui vous adore, qui vous admire, qui peut changer votre vie, qui peut vous aimer vraiment, mais simplement, vous n'êtes peut-être pas prêt. C'est ça le tragique de l'existence, c'est que parfois, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, elle est là, mais vous n'êtes pas prêt. Et vous la voyez pas, vous le voyez pas, vous le laissez partir. Qu'est-ce qui nous aveugle? Souvent nous. Notre propension, souvent, à regarder derrière nous et à tomber dans l'auto-apitoiement. Et c'est ça que me montre Dalva, à 20 ans. C'est-à-dire 2 personnages, l'un qui a bonne raison de s'auto-apitoyer, qui a une enfance terrible, difficile, compliquée, et puis tout à coup, on lui tend la main et il voit rien. Il est en colère contre le monde. Il a peur. Et la colère et la peur, il ne sait pas la dépasser parce qu'il regarde tellement son passé et son nombril,
toute la couche de poussière dont on parlait tout à l'heure, qui s'est accumulée sur les cordes, fait qu'elles ne vibrent plus, ces cordes. Donc il ne s'est pas aimé. C'est un cœur sec. Et puis il y en a un autre personnage, qui a exactement le même problème d'enfance, qui a été adopté, qui ne connaît pas ses parents, à qui on a menti, qu'on a trahi, qu'on a battu, qu'on a frappé, qu'on a abandonné à plusieurs reprises, et qui à un moment écoute l'autre, ce vieil Indien, qui lui apprend à écouter aussi le brin d'herbe, qui lui apprend à regarder les arbres, qui lui apprend à regarder les étoiles, qui lui apprend à écouter le bruit du monde. Et tout à coup, il se dit, mais le bruit du monde est plus intéressant que mes petits problèmes existentiels. Ça les soigne pas, mais ça les met dans un tout petit coin de ma tête, au lieu que ça occupe toute la place de ma tête. C'est l'ego qui nous coupe du bruit du monde. Oui, je crois beaucoup. Tout à fait, c'est très bien formulé. C'est l'ego qui nous coupe du bruit du monde. En fait, l'idée, c'est de réduire au maximum l'ego et d'augmenter au maximum le son du bruit du monde. C'est ça. Je crois beaucoup à ça. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Et donc, vous écoutez le bruit du monde, vous écoutez les autres. Et on revient à Jim Harrison, oui, l'opposition de ces deux figures, celle qui est dans le ressentiment, les passions tristes, qui n'arrive pas à dépasser sa peur et sa colère, et de l'autre, celle qui dit « Ok, j'en ai pris plein la gueule et ça va sans doute continuer. Mais il y a plus grand que moi, il y a le monde, il y a l'autre. » Et bien là, on se dit « Ok, ben voilà, j'ai compris un truc et j'ai envie de devenir la deuxième, pas la première. » Et donc c'est là où tu vois que la littérature te met en route. Et on revient aussi à cette question, qu'est-ce qu'écrire apporte ? On sait très bien qu'on ne sera pas des grands écrivains, mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de se dire que l'écriture est un moyen, pas thérapeutique, mais un moyen de comprendre qui on est. Encore une fois, voilà, parfois on peut se dire, tiens, mais si je note mes idées, tout à coup elles s'ordonnent ma vie. Aujourd'hui, j'ai rencontré telle personne, elle m'a posé plein de questions intéressantes, et puis elle écoutait, et puis on sent que c'est important pour elle. Ah tiens, ça change, mais alors c'est qui elle ? Et pourquoi ? Et comment ? Et oui, et tout à coup, tout ça se met en... Ça solidifie, ça vous offre, je crois, une espèce de colonne vertébrale, un squelette qui est plus fort. Un peu comme le tronc d'un arbre. Sur les arbres, c'est très facile de regarder le houppier, de regarder les feuilles, c'est ce qu'on voit en premier. Oui. On regarde le feuillage et on se dit, ah, il est beau, ou il est bordélique, il est tout maigre, ou il est tout fort. Mais l'harmonie, c'est le tronc et les feuilles. Et le tronc, ce qui est génial, c'est que c'est lui qui nous donne l'âge. Il y a une écorce. L'écorce, elle est plus ou moins grosse, elle est plus ou moins attaquée. L'écorce, c'est l'apparence. L'écorce, c'est ce qu'il faut percer. C'est cette espèce de vernis sur le tableau qu'il faut gratter pour essayer de comprendre. Donc, Et le tronc de la vie de Jim Harrison, c'était aussi la liberté. La liberté, c'est quoi pour toi ? Oh là là, quelle question. Bah, la liberté, c'est de pas tricher. C'est la liberté, c'est ça, c'est de se dire je suis vraiment libre quand je fais autre chose que ce qu'on me demande de faire. Par exemple, si j'accepte de continuer encore à faire cette émission alors qu'on me propose de faire un film, ce qui est totalement incompatible. Faire un film, c'est passer tous ses jours, toutes ses nuits, pendant 2 ans, à ne penser qu'à son film. Tu vois, à l'écrire, à accoucher d'un scénario, à tourner le film, à le monter. Voilà, c'est magique, c'est extraordinaire. Et puis faire la grande librairie, c'est passer toutes ses journées et une partie de ses nuits à penser à l'autre. Pas seulement l'écrivain que je vais recevoir, mais le public. Qu'est-ce que je peux vous apprendre ? Comment je peux vous inspirer dans cette émission ? Donc c'est incompatible de faire les deux, parce que la journée n'a hélas que 24 heures. Donc il faut choisir. Et qu'il faut la plus liberté, ralentir. Et qu'en plus il faut ralentir. La liberté, tu vois, c'est ça, c'est de se dire, ce qui est une angoisse, comment choisir entre deux choses, je le transforme en liberté. Donc je fais un choix. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je prends un risque. Oui, je prends un risque. Je quitte une émission où, honnêtement, j'ai la chance... d'avoir des gens qui me suivent, qui aiment bien ce que je fais. Et puis aussi, on peut dire les choses. J'ai un salaire, voilà, on n'est pas très bien payé, mais on est payé. Ça suffit. Pour un truc où je vais pas être payé, enfin si, dans 2-3 ans, je sais pas du tout si je suis capable de le faire. Je n'ai aucune certitude, je n'ai que des doutes. Est-ce que je suis capable de faire un film ? Je sais pas. Mais des gens pensent que oui. Quel homme serais-je, quelle femme serais-tu si face à des gens qui croient en toi et te disent « Allez, on essaye ». Et nous, on prend le risque. Tu disais « Non, je préfère mon petit confort ».
bah peut-être que tu serais quelqu'un de bien, mais moins libre. Et je crois que la liberté, c'est ça, c'est de se dire, je vais voir. Depuis tout petit, je fais du bateau. Parce que j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Je regardais la mer, tu vois, et je me disais, c'est beau, bien sûr c'est beau. Et donc d'abord, je me gavais de beauté. Et puis tout à coup, au bout d'une heure, je voyais l'horizon. Et je me disais, c'est génial, une ligne d'horizon, mais elle recule tout le temps. Ce qu'il y a à l'horizon. Puis après, ce qu'il y a derrière l'horizon. Sauf qu'évidemment, il se recule tout le temps. Et c'est ça la magie de la vie et sa beauté. C'est qu'on ne l'épuisera jamais. Vous pouvez poser plein de questions, vous n'aurez jamais les réponses, mais en formulant 100 fois la question, vous approcherez, c'est-à-dire tu m'as dit j'ai des petites réponses. Eh bien elles sont belles les petites réponses, elles valent mieux que les grandes réponses. On les additionne, c'est des sables, et on met tout le sable ensemble et on fait des grands châteaux. La première vague les emportera, mais on s'en fout. C'est pas grave, on les aura construits nous-mêmes, et c'est beau. Et au final, qu'est-ce qui rend une vie riche quand on se retourne à 90 ans? Bah, je les ai pas encore, je te dirai dans 40 ans, 45 ans. Je sais pas. J'en sais rien. Certainement pas l'argent. Moi, j'ai un peu tendance à penser que ce sont les rencontres. Les rencontres amoureuses, les rencontres amicales, les rencontres de mentors, les rencontres avec des gens qui vous élèvent, même brèves, les rencontres avec des anonymes mais qui vous inspirent. Pendant longtemps, j'ai beaucoup voyagé avant de poser mes valises à la grande librairie et j'ai après essayé de mettre un peu de reportage dans l'émission en faisant des carnets de route, en allant voir les écrivains chez eux, etc. Mais pendant les 4-5 ans où je faisais du grand reportage, quand j'avais 23, 24, 25 ans, en Afrique, je ne voyais pas les écrivains, je voyais les anonymes, ceux qu'on appelle les vrais gens. Et ils m'ont tout autant inspiré que John le Carré, Philippe Roth ou Jim Harrison. Bien sûr. Et donc je pense que c'est ça la richesse d'une vie, c'est l'autre, c'est les autres, c'est les rencontres. Et encore une fois, la rencontre pas pour collectionner. Il y a ceux qui voient, qui font pour cocher une case et dire ça je l'ai fait, je passe à autre chose. Ou tu sais le chasseur de papillons. Hop, je l'épingle. Non, on s'en fout, prends même pas en photo. Écris le soir ce que tu as vécu. Essaye de garder le suc de la moelle de la vie que tu as passée avec l'autre. Et de voir en quoi l'autre t'a appris quelque chose. Moi, par exemple, il y a une chose que je trouve fabuleuse, c'est que la vie nous sort des étiquettes que un vernis de culture nous force à accepter. C'est qu'en fait, si on se dit je suis noir et assigné à résidence, c'est-à-dire que jamais rien ne changera, bah rien ne change. Si on se dit je suis noir, assigné à résidence dans un pays raciste, mais je vais écrire, bah, il y a peut-être une chance pour que 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ça fasse bouger les choses. Et on revient à la phrase de Roger Caillois, c'est dérisoire ce que tu feras. C'est vrai, mais il est essentiel que tu le fasses. C'est la phrase de Cyrano de Bergerac. On manque de panache, en fait. Rappelle-toi, Cyrano, c'est le plus grand texte de tous les temps, Cyrano. Oui. Il y a tout, toutes les émotions sont convoquées. Et la fin de Cyrano, c'est admirable quand il est mourant et qu'on lui dit « mais ça sert à rien, calme-toi, reste calme ». Et qu'il a cette phrase, il dit « ah, je vous vois, je vous reconnais là, tous mes vieux ennemis, la bêtise, les préjugés, la sottise. Quoi ? C'est inutile, vous allez me mettre bas. Qu'importe, je me bats, je me bats, je me bats. C'est inutile, dites-vous. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. C'est encore plus beau lorsque c'est inutile. » Voilà, tout est dit, tout est là. Bien sûr, ça ne changera pas le monde. Dans les grandes masses. Bien sûr, vous allez à un moment tomber. Mais il est essentiel que vous le fassiez. Parce que ça va nous changer de nous-mêmes. Oui. Et qu'un jour, quelqu'un qui vous lira, qui t'entendra, qui écoutera ce podcast, se dira oh, « ça m'a inspiré », ne serait-ce qu'une phrase. Et ça, c'est les grains de sable. D'abord, ils vont venir gripper cette machine terrible à vous broyer quand vous êtes jeune, quand vous êtes ado, et quand vous êtes d'ailleurs un peu moins jeune. Le grain de sable qui va juste dire à la machine « arrête, on veut plus de toi ». Et donc les livres, les films, les chansons, tout ça, c'était les moyens d'y échapper. Et je voyais bien que ça déposait des grains de sable en moi, et ces grains de sable bloquaient le mur. Est-ce que l'amour aussi nous aide à y échapper ? Tu as beaucoup parlé d'amour. Qu'est-ce que la rencontre amoureuse, qu'est-ce que tomber amoureux peut changer d'une vie ? Absolument tout. Absolument tout. Je ne sais plus qui disait « il n'y a qu'un seul péché, c'est de brider ses émotions ». Ça ne devait pas être un curé, hein. Ça doit être Henri Miller ou alors un Bukowski quelconque. Mais c'est vrai. On nous apprend aussi ça. Oui, mais bon, soyez critiques, soyez sceptiques.
Attention, faites attention à l'autre. Non, faites pas attention. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous entendez et qui vous empêche d'aller. Les ailes, c'est pas les autres qui vous les coupent, c'est vous qui vous les coupez. Si vous n'acceptez pas la passion, si vous n'acceptez pas de brûler, vous ne serez jamais éclairé. Même chose, il y a cette phrase extraordinaire que disait la Boétie, Montaigne, Nietzsche, le feu qui me brûle, c'est celui qui m'éclaire. Donc si vous ne voulez pas être brûlé par le feu de la passion, vous ne serez jamais éclairé. Donc il faut accepter de s'abandonner aussi dans l'amour. Et oui, on revient à la prise de risque. Oui, soit vous êtes dans la routine, le confort. Ah ouais, c'est confortable, hein. Vous êtes dans votre petite truc. Oui, vous contrôlez. Mais est-ce que vous contrôlez vraiment une passion amoureuse ? Non. Il faut accepter. Bien sûr que c'est difficile. C'est vertigineux, c'est extrêmement dangereux. Mais si ça marche, alors là, ça vous donne des ailes, ça décuple votre énergie, ça vous emmène là où vous ne pensez pas que vous pouviez aller. Ça fait de vous quelqu'un qui ose l'aventure. Et surtout, ça vous propulse vers des sommets. Ça vous donne une énergie que vous n'aviez pas. Ou que vous ne saviez pas que vous aviez. Parce que vous l'avez en réalité. Simplement, elle est bridée, voilà, les fameux grains de sable, la fameuse couche de poussière. Si vous bridez vos émotions, si vous mettez un petit mouchoir sur tout ce que vous ressentez... On vit à demi-mesure. Oui, et la demi-mesure, bon, j'ai bien compris que tout nous incitait dans cette société à nous y abandonner. Oui, c'est vrai, mais c'est pas vivre. C'est pas vivre. Vivre, c'est pas se contenter de respirer. Les poissons rouges respirent. Ah bah oui, mais vous avez envie d'être ça, vous, un poisson rouge dans un bocal ? Allez, non mais sérieusement. Ah bah non, carrément. Donc laissez-vous percuter. Il faut accepter ça. C'est très dur, c'est violent. La passion, c'est un truc que vous ne contrôlez pas. L'amour, vous ne contrôlez pas. Alors il n'y a pas que l'amour-passion, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a des moments où on est passionné, et puis il y a d'autres choses. Il y a un amour moins passionné peut-être, plus beau aussi. Non pas qu'il s'use et qu'il se lisse, loin de là. Mais aimer, c'est aussi faire de la place à l'autre. Hein. Oui. C'est le prendre comme il est. C'est accepter de ne pas vouloir le façonner. C'est se dire j'aime l'autre parce que je l'admire. Si vous l'aimez pour ce qu'il peut vous apporter, vous ne l'aimez pas. Vous vous aimez. Vous voyez, on revient à cette histoire d'auto-apitoiement, d'ego, de « ah, j'ai de bonnes raisons, tu comprends, j'ai été abandonné, j'ai eu un deuil, une période difficile, mon enfance ceci, un accident peut-être. » Oui, ce sont des bonnes raisons. Mais ces bonnes raisons vont vous empêcher de vivre. Non, aimez l'autre pour ce qu'il est, ce qu'il va vous apporter, parce que vous l'admirez. La beauté de l'autre, c'est l'admiration que vous lui portez. C'est pas physique, c'est pas plastique, c'est pas que ça. C'est ça aussi. Mais je crois beaucoup à ça. Voilà, je crois effectivement que l'amour, mais pas l'amour... encore une fois, c'est pas un amour naïf. C'est, waouh, j'aime admirer. Tout ce qui est intéressant m'intéresse. C'est pas l'amour qui va nous sauver, mais c'est l'amour qui va nous élever. Finalement. Il va nous construire surtout. Ouais. Il va nous construire, il va nous aider à comprendre, à nous élever un tout petit peu. On va monter d'un niveau. On va monter d'un cran, en fait. Voilà. On est un peu dans cette... on est tous un peu enlisés. Et hop, ça nous aide à monter d'un cran. C'est un marchepied. C'est pas une solution immédiate. Alors attention, hein. C'est beaucoup moins confortable que de dire j'aime rien ni personne et je sais tout. Ça, c'est la position confortable. Dans confortable, est-ce qu'on peut isoler, s'il vous plaît, les 3 premières lettres du mot ? Parce que c'est un peu ce que vous êtes quand vous êtes confortable. Vous êtes vite très con. C'est vrai. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui pour clôturer cette interview ? C'est compliqué. Les conseils, c'est horrible. Je vais pas vous donner de conseils. Plutôt que de chercher des conseils, regardez ceux qui montrent l'exemple. Je crois que c'est ça, en fait. Il y a toutes les phrases dont je parlais. Oui. Tout ça est dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses. Cherchez l'essentiel. Posez-vous une question. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi et pour le monde ? Pas que pour moi et pour le monde et pour moi. Et puis surtout, cherchez pas des gens qui vont vous donner des conseils. Regardez ceux qui vous inspirent. Regardez ceux qui montrent l'exemple. Ceux qui montrent l'exemple, ils n'ont pas besoin de faire des grandes phrases de conseils. Ils font, ils agissent. Vous voyez ? Ceux qui vous donnent des conseils, souvent, ils parlent. Mais là, on vient de parler. Mais il faut regarder ceux qui agissent. Et se dire, tiens, c'est pas mal ce qu'il a fait. Et si je faisais pareil ? Si j'osais ? Si je m'autorisais ? Si j'essayais ? Qu'est-ce que ça coûte ?
de s'arracher un tout petit peu au confort des habitudes, mais on vient d'en parler. J'ai qu'à essayer. Puis si ça marche pas, ce sera pas un drame. Ah oui, mais le risque, c'est que ça marche. Et même que ça marche à moitié. Et déjà à moitié, c'est formidable, puisque ça m'emmène loin. Très loin. Ne désespérons pas. Il ne s'agit pas d'opposer espoir et désespoir. Mais il y a des gens qui nous montrent l'exemple. Il suffit de regarder comment les hommes vivent. C'est une chanson un peu anard. Il faut être un peu anard, un peu libertaire. Dans libertaire, il y a liberté. Est-ce ainsi que les hommes vivent, demandait Aragon. Eh bien, voilà, c'est la grande question. Est-ce ainsi que les femmes et les hommes vivent sur cette planète ? Bien sûr, il y en a qui déconnent. Et puis il y en a aussi quelques-uns, très peu, c'est vrai, qui font des choses admirables. Regardons ces choses admirables et laissons-nous inspirer, laissons-nous percuter par la beauté de ce qu'ils font, par l'exemple qu'ils nous montrent. Et là, on va pouvoir peut-être rassembler nos forces et se dire de cet exemple, je vais m'inspirer et essayer de faire autre chose. Je vais me détourner. Je vais pas faire ce qu'on attendait de moi, tiens. Merci beaucoup de nous avoir tant inspirés aujourd'hui, alors François Bunel. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.